Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format, les hors-séries d'été, les dossiers d'été. Donc c'est une série de podcasts dans lesquels nous allons aborder des sujets qui sont directement liés aux vacances d'été. Donc c'est un programme sur plusieurs semaines avec des podcasts sous un format différent, des nouvelles musiques, des podcasts où il y aura plusieurs intervenants. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça va surtout vous divertir parce que pendant l'été, on n'a aussi pas envie de se prendre la tête. Donc voilà, je cherchais quelque chose qui soit divertissant, informatif et agréable à écouter. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors pour ce premier dossier de l'été, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet du bivouac en famille. Alors effectivement, c'est un sujet qu'on voit de plus en plus sur les réseaux. Le camping sauvage, c'est vrai que ça fait rêver. Les gens qui partent en van, ça fait rêver. Mais il faut savoir que c'est une aventure qui ne s'improvise pas. Il y a une réglementation, il y a des choses à savoir, surtout quand on emmène ses enfants. Étant donné que nous ne sommes pas du tout experts sur le sujet, j'ai donc demandé à des familles avisées de nous partager leurs conseils. Donc c'est tout naturellement que j'ai demandé à Sandrine de Voyage et Enfants. Ils sont des adeptes du voyage en 4x4 et du bivouac en nature. Donc Sandrine est déjà venue sur le podcast pour nous parler de son tour de l'Amérique du Sud en 4x4 justement. Ensuite, on a Caroline de Graines de Baroudeur qui est venue aussi récemment nous parler de son Tour de France à vélo, donc qui a aussi fait quand même pas mal de camping sauvage lors de leurs 8 mois de voyage. Et enfin, 4 en Baroude, donc la famille Blanchy, qui eux ont complètement changé de vie, qui ont opté pour une vie nomade à, on va dire, 80%. Et eux, ils voyagent en caravane, en 4x4 et aussi en tente. Donc ces trois, on va dire, experts vont nous partager leurs conseils, leur vision du bivouac en famille, comment choisir un emplacement et tous les conseils et les choses à savoir pour se lancer dans l'aventure en toute sérénité. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez apprendre plein de choses et surtout que vous allez passer un bon moment en leur compagnie. Belle écoute! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour partager avec toi le plaisir que nous avons à bivouaquer en famille, en France notamment. On a eu l'occasion de planter la toile de tente pour un camping sauvage un petit peu partout pendant la fin de notre Tour de France à vélo, lorsque la plupart des hébergements étaient fermés en arrière-saison. Donc on a eu l'occasion de bivouaquer au fin fond d'une forêt, dans les dunes, cachés sur des terrains agricoles où les agriculteurs avaient pu nous donner l'autorisation justement de planter la tente pour quelques heures, mais aussi bivouaquer au fin fond d'un pré qu'un copain nous prête à l'occasion quand on passe vers chez lui. Alors, je vais te parler un peu donc de nos bivouacs en famille. Alors, j'ai toujours bivouaqué. On a commencé en tente il y a très longtemps en couple. Et puis, le manque de confort et le matériel peu adapté m'avaient fait abandonner. Et puis, depuis 2 3 ans, depuis qu'on est parti au Canada, en fait, nous avons décidé d'y aller avec une tente pour que ça revienne beaucoup moins cher. Et là, nous avons commencé les bivouacs autour de chez nous aussi, avec juste une tente et la voiture. Puis, nous avons décidé de partir un an en Amérique du Sud, et là, nous avons acheté un 4x4 et une tente de toit. J'ai d'ailleurs parlé de ce voyage sur un de tes podcasts. Nous partons donc à 4 maintenant, de retour en France, avec mes deux enfants de 15 et 8 ans, et nous dormons à 4 dans cette tente, même si on essaie de faire descendre notre ado dans la voiture depuis quelque temps. Mais bon, elle n'est pas trop d'accord pour le moment. Pendant notre voyage en Amérique du Sud, nous avons fait plus de 200 bivouacs sauvages. Et depuis la fin du confinement, nous sommes partis tous les week-ends malgré la pluie, parce qu'il a plu quasiment tous les week-ends depuis qu'on a le droit de sortir. Nous partons donc autour de chez nous, dans les Hautes-Alpes, une nuit sur deux le week-end pour faire un bivouac. On est des vrais accros. Et j'ai d'ailleurs fait un article sur le blog il n'y a pas très longtemps pour expliquer toutes nos astuces pour bivouaquer en famille. Donc on est une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, 11 ans et 8 ans et demi. On voyage depuis 10 ans en camion aménagé et camping-car, l'été et les vacances et week-ends.
On a décidé depuis septembre 2019 de vendre notre maison et de partir 8 mois de l'année avec une caravane et un 4x4 et de rentrer dans la commune où on habitait avant pendant 4 mois pour travailler et gagner de l'argent avant de repartir. Pour nous, bivouaquer, avant c'était vraiment faire exclusivement du sauvage dans des coins les plus tranquilles possibles. Le problème du bivouac sauvage, on parle pour nous là, c'est que parfois il peut y avoir des problèmes d'insécurité ou c'est parfois un peu difficile de s'installer chez les gens ou à proximité d'habitation. Depuis qu'on voyage exclusivement sur l'année, on a modifié notre façon de bivouaquer. On cherche toujours du sauvage, mais on n'est pas contre un camping ou un endroit sécurisé où on peut refaire des pleins d'eau, se prendre une bonne douche. Le fait de faire ça à l'année maintenant a eu un effet sur notre exigence au niveau des bivouacs. On a aussi décidé de partir en caravane parce que pour nous, ça nous laisse beaucoup plus de liberté de pouvoir nous déplacer avec une voiture. Le problème de la caravane, c'est qu'un bivouac en caravane, c'est quand même plus compliqué. On fait 12,50 m de long, attelage complet. Une caravane, c'est pas très discret. On est souvent assimilé aux gens du voyage. C'est pour ça qu'on a dans le coffre du 4x4 une tente tipi. C'est un tipi finlandais. C'est un lavou finlandais, Sami pour être plus exact, qui fait 4,50 m de diamètre. Dans lequel on tient debout, dans lequel on peut mettre un poêle à bois. Et notre caravane nous sert de camp de base. Et on voyage et on gravite autour avec notre 4x4 et notre tente. Et pour le coup, le 4x4 nous permet d'avoir accès à des endroits hyper reculés. Et le fait d'être en tente, là, on peut s'installer un peu n'importe où et s'engager de façon assez profonde en forêt ou ailleurs. Alors un bon bivouac, qu'est-ce que c'est? C'est compliqué. Un bon emplacement, pour moi, c'est un endroit plutôt où on est seul au monde en fait. On adore ce sentiment de liberté qui nous permet d'être chaque week-end au plus proche de la nature. On peut observer les animaux, on profite pour regarder tout ce qui se passe autour de nous. On est complètement déconnecté de la vie normale. Et voilà, c'est surtout ça, un bon emplacement de bivouac. Après, il faut aussi que ce soit un endroit où on le sent. En fait, où on le sent, c'est au point de vue surtout de la sécurité. On n'est pas du tout très inquiet, mais par contre, il faut que ce soit sûr vis-à-vis de la population ou du lieu, en fait, hein. Comme nous, on habite en montagne, par exemple, on va surveiller que il n'y ait pas une falaise trop au-dessus de la voiture où un rocher pourrait se détacher, ou quand on était en Amérique du Sud, ne pas dormir dans un lit de rivière alors qu'on est en pleine saison de pluie et que le niveau de la rivière pourrait monter vraiment très vite pendant la nuit. L'autre critère, bien sûr, très important et que nous respectons toujours, ou alors si on ne le fait pas, c'est vraiment sans le vouloir, c'est que de trouver un endroit de bivouac autorisé, surtout pour ne pas se faire déloger en pleine nuit, pour ne pas se prendre d'amende non plus, hein. En France, je crois que ça peut aller jusqu'à 135 euros quand même, il me semble. Voilà, donc il faut respecter ces trois règles. En Amérique du Sud, par exemple, c'était presque partout, hein, car les espaces sont énormes, donc tu peux vite te cacher quelque part pour bivouaquer tranquillement. Dans les Hautes-Alpes, ici et en France, il faut être quand même beaucoup plus attentif à respecter ces règles d'autorisation pour que tout ne devienne pas interdit, en fait. Pour nous, un spot idéal, c'est un endroit en pleine nature, alors très souvent près d'un point d'eau, parce qu'on est une famille aquatique, avec peu de civilisation autour de nous. Et voilà, le fait de se retrouver tous les quatre dans un coin dégagé, avec une vue très jolie les trois quarts du temps. Mes critères de choix pour choisir pour un bivouac, alors ça va reprendre un peu ce que j'ai dit au-dessus, mais pour la France, je vais revenir sur la France. On recherche toujours un endroit isolé, en bout d'un petit chemin, des choses comme ça, pour être le moins visible possible. Comme ça, on a moins de chances de se faire remarquer et déloger.
Si possible près d'un petit cours d'eau ou d'un petit lac. Alors attention, je dis bien un petit cours d'eau, hein, parce que ce week-end par exemple on a dormi près d'un torrent de montagne et là tu l'entends toute la nuit, donc c'est pas super cool. En tout cas, ça va pas être ta meilleure nuit. Mais on adore être au bord de l'eau parce qu'en fait c'est un endroit quand même assez privilégié pour que les enfants s'occupent tout seuls en fait, hein. Il faut les surveiller, mais suivant l'âge des enfants, il faut les surveiller plus ou moins. Nous, ça y est, ils commencent à être grands, mais il y a toujours de quoi faire quand on est au bord de l'eau. Soit on pêche, soit ils construisent des bateaux. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser au bord de l'eau. L'autre critère aussi qu'on aime bien quand on est dans nos Hautes-Alpes, là, c'est d'avoir une belle vue dégagée, alors à la rigueur avec un super panorama. Mais par contre, on fera pas n'importe quoi là pour avoir cette vue. Par exemple, on n'ira jamais traverser tout un champ pour aller au bout du champ et avoir la vue exceptionnelle. Vraiment, nous, on reste vraiment dans les clous de la loi, du respect des propriétés des gens, hein, parce que souvent un champ, ça appartient à quelqu'un, même s'il a l'air complètement abandonné. Donc voilà, ça c'était donc les critères, on va dire, de rêve. Et puis après, ben, le critère purement pratique, c'est la sécurité, hein, comme j'ai dit au-dessus. Bon, en France, dans notre région, nous, ça nous inquiète absolument pas, parce qu'on est toujours loin de tout. Et puis après, même en France, comme je le dis, je pense pas qu'il y ait vraiment de risque que des voleurs passent des heures à attendre le pauvre van ou notre 4x4 au fin fond d'un chemin pour nous braquer, quoi, hein. Il y a très peu de chances. Le voleur aura toutes les raisons plutôt d'aller dans des zones hyper touristiques pour pouvoir voler tout ce qu'il veut rapidement. Euh, voilà, la sécurité, vraiment purement se faire braquer, tout ça, ne nous inquiète pas trop en France, hein, en fait, hein, puisqu'on choisit vraiment des lieux isolés où il y a peu de chances que quelqu'un ait pensé à se poser là. Alors pour le choix des emplacements, je reste très très attentive à la réglementation. La première chose, c'est d'aller pour moi demander quelque part l'autorisation de planter cette toile de tente pour quelques heures. Donc je vais frapper à la porte de l'agriculteur chez qui je passe. Je vais voir la mairie, je me renseigne, j'explique la situation en demandant si dans le coin il y aurait éventuellement un endroit où on peut planter sa tente parce que les hébergements aux alentours sont fermés et qu'on cherche à vivre cette expérience de manière la plus respectueuse possible. Comment faites-vous pour trouver le spot idéal? Alors, il faut savoir que les applis, c'est très bien pour trouver le spot un petit peu de dernière minute. Pour nous, encore une fois, on ne parle pas au nom des autres, hein, mais pour nous, les applis nous ont permis de trouver des spots quand on voyageait pour pouvoir trouver un endroit pour une nuit. Après, tous les endroits, tous les spots idéaux qu'on a trouvés, c'est soit en s'engageant sur des routes ou des chemins improbables, soit en cherchant avec Google Earth et en faisant des plans larges pour chercher les routes et ensuite en zoomant pour aller retrouver un endroit qui paraissait tranquille où on est absolument sûr de déranger personne parce qu'on habite nous dans un coin magnifique et si un camping-car ou une caravane vient s'installer au bout de notre allée, je ne suis pas certain que ça me fasse très plaisir. Donc voilà, l'idée c'est d'être nous tranquilles mais en même temps de déranger personne. Pour les spots de dernière minute, on utilise Park4Night, qui est une appli qui est hyper sympa et qui ne nous a jamais fait défaut. Et on utilise aussi les campings à la ferme, parce que c'est un milieu qui nous plaît. Et, voilà, et ma femme me souffle quelque chose. France Passion. Et France Passion. Voilà, et puis voilà, et puis pour la tente, on est beaucoup plus libre et tranquille en tente. Et encore une fois, avec notre 4x4, on peut s'engager où on veut. Et là, pour le coup, on est absolument certain de ne déranger personne quand on est au milieu de la forêt. Voilà. Alors par chez nous, pour trouver des bivouacs, on le fait à l'ancienne, hein. On a toutes nos cartes IGN de la région, très précises pour avoir les courbes de niveau, tous les petits chemins de randonnée accessibles aux voitures. Voilà, c'est assez précis, une carte IGN.
Et puis, même pour cet été, là, on va traverser un peu l'est de la France pour aller jusqu'en Moselle. On va peut-être prendre l'application IGN pour avoir toutes les cartes disponibles sur le smartphone pour continuer à chercher nos coins de bivouac comme ça. Après, quand on part de la maison et qu'on part avec des copains, par exemple, qui sont en tente, où là, il faut faire attention que le sol soit bien plat, ou pour dormir dans la tente, on peut pas la caler comme la voiture. Là, à ce moment-là, on regarde sur une carte type Google Maps, Osmand, Maps.me pour trouver les clairières, pour avoir une vue de dessus, pour trouver les clairières, les endroits plats. On arrive un peu à distinguer à quel endroit ça semble dégager pour regarder ou se poser en fait. Et donc c'est l'avantage du 4x4 et de la tente de toit. Justement, on peut se poser plus facilement n'importe où. Par rapport à la tente classique en fait. Ensuite, en fait, quand on part, on teste tous les petits chemins qui s'éloignent de la route principale et on se pose dès qu'un coin nous semble bien. Surtout, ne jamais se dire qu'il y aura mieux plus tard, parce que ça c'est la réflexion à la, comment dire, pour être poli, pour la réflexion à la noix. Qui va te faire rouler encore 2 heures de plus, arriver de nuit au prochain bivouac et tu n'auras pas trouvé mieux en fait. Donc toujours s'arrêter le plus tôt possible. Et je vous dis ça parce qu'on a testé et pas approuvé du tout au Pérou, où on a passé plusieurs bivouacs qui n'étaient pas parfaits et au final on a trouvé le dernier bivouac de nuit. Et le matin quand on s'est réveillé, en fait on était au milieu de déchets plastiques de tous les côtés, parce que c'était l'endroit où ils jetaient les plastiques et de nuit ça nous avait semblé un champ dégagé. Donc voilà. Donc vraiment se poser toujours au premier bivouac qui convient. Ensuite, il y en a beaucoup qui utilisent les applications. Nous, on n'est pas du tout fan des applications de bivouac, par exemple comme Park4Night ou eOverlander, parce que ça gâche tout le plaisir de trouver son bivouac. Ça devient trop facile et j'ai l'impression d'être trop encadrée, trop prise en charge. Je trouve que rien ne vaut un bivouac que tu as trouvé tout seul. Et puis surtout, ce qui m'inquiète avec ces applications, c'est que je pense que cela va vite créer des problèmes quand on voit tous les gens qui se mettent à faire du bivouac, car ça accentue le nombre de personnes qui se retrouvent sur le même endroit, au même moment, ou les jours et les jours qui se suivent, il y a toujours des gens qui viennent à cette place, et je pense que ça risque d'entraîner par la suite des interdictions de bivouaquer à ces endroits en fait. On l'a vu d'ailleurs, on a eu le problème plusieurs fois en Amérique du Sud, où de temps en temps on utilisait dans les zones un peu difficiles d'accès, on utilisait les applications. Plusieurs fois on a vu des applications, des emplacements fermés, puisque les gens en avaient marre de voir des camping-cars, des 4x4 dormir toujours là. Donc c'est des applications qui peuvent dépanner dans un endroit difficile où trouver des bivouacs, mais rien ne vaut le bivouac improvisé. C'est mieux pour le fun et pour les rencontres en plus. Par exemple, nous en Amérique du Sud, c'est toujours dans les bivouacs improvisés que nous avons fait les plus belles rencontres authentiques, où on a échangé avec les locaux et tout ça. Donc moi vraiment je suis contre ces applications. Et on espère pouvoir refaire ça cet été dans les Vosges et le Jura, en essayant de trouver les bivouacs comme on peut, ou en demandant à l'ailleurs aux fermiers s'ils peuvent nous placer un petit coin d'herbe pour dormir là. Ça peut être l'occasion de belles rencontres. Alors, il y a beaucoup de souvenirs magiques liés au camping sauvage. Je crois que le plus beau, finalement, c'est quand on s'aperçoit que les enfants sont aussi contents que nous de se lever le matin en se disant que ce soir, on ne sait pas où on plantera à nouveau la tente pour vivre une soirée très simple, mais en même temps tellement magique, puisque l'idée d'arriver à trouver un coin où on soit suffisamment à l'aise pour pouvoir planter le campement, sortir sa petite table ou casse-croûter à même le sol sur le plaid, tout en respectant justement l'environnement, en communiant véritablement avec lui. Une anecdote à partager? On était en Galice, en van, on avait aménagé un trafic. On était sur une toute petite route et j'ai toujours une paire de jumelles dans la portière. Et je regardais un spot en contrebas. Et on est descendu avec le camion sur vraiment un éperon rocheux. On était garé au bout de cet éperon, ce qui faisait qu'on avait la mer
sur 180 degrés autour de nous. Et quand on est en sauvage, j'avoue ne pas avoir toujours un sommeil profond. Et au milieu de la nuit, j'ai entendu du bruit autour du camion. Je suis sorti voilà, avec mon air intelligent et j'ai vu des tentes autour de nous. J'ai vu un Espagnol à qui j'ai demandé ce qui se passait. Il m'a expliqué qu'on était au plein milieu d'une compétition de pêche, de surfcasting, ou de pêche sur rocher, enfin je sais pas comment, j'ai pas tout compris. Et voilà, je me suis assuré de ne pas le déranger. Voilà, donc c'est pas une anecdote incroyable. On a toujours bien choisi nos bivouacs sauvages, donc on n'a jamais eu trop de mauvaises surprises, on s'est jamais fait peur. Mais voilà, s'il y en a une à raconter, c'est celle-là. Et aussi, ce qu'il faut juste dire sur le bivouac sauvage, c'est que ça sert à rien de chercher le truc incroyable, plus inaccessible possible. Ça rajoute pas forcément grand-chose au voyage. Et nous, pour vous dire, on habite sur la presqu'île du Cap Ferret. Et on va dormir en forêt à 5 minutes en voiture de chez nous et on est au milieu de rien. Voilà, le bivouac sauvage, ça peut aussi être un coin relativement accessible, mais quand même isolé. Alors, l'équipement de bivouac que je recommanderais, un bonnet. ça, va, ça va te faire rire, mais moi je rigole pas du tout quand je dis ça. Pour avoir fait des bivouacs à plus de 4000 mètres d'altitude en Amérique du Sud et dans nos montagnes au frais chaque samedi, là, samedi soir, je te promets que le bonnet est mon meilleur ami. Pour moi, la grande frileuse, accompagnée de ma doudoune légère, c'est ma tenue de combat de bivouac en fait. Et sinon, il faut bien sûr une lampe frontale, un bon réchaud, un duvet très chaud, ça revient encore, hein, la frileuse que je suis, n'oublie pas de bien dormir. Et puis une pelle pour les petits besoins dans la nature. Et voilà, et là t'es équipé pour partir faire ton premier bivouac en famille. Euh, voilà, vraiment non, rien de particulier, rien de plus précis, hein, c'est quand même, ce sont des basiques. Je pense que ça sert à rien de trop s'équiper. Le but c'est de profiter, de se dépayser complètement. Comme on dit, nous quand on part simplement une nuit sur les nuits de week-end en fait, et on a l'impression d'être parti une semaine. Donc vraiment c'est un bon moyen de se couper de la routine quotidienne, et si tu amènes tout ton confort avec toi, c'est plus tout à fait la même coupure. On est parti en Écosse au mois de octobre-novembre l'année dernière et en fait on est juste bien équipés. La pluie ne nous a jamais repoussé dans nos randonnées ou dans nos sorties. On a des pantalons de pluie, des bons kawaii et puis c'est dans la tête aussi, hein. On n'est pas en sucre donc on continue à profiter de la nature peu importe la température et le temps. Les activités favorites en famille, pour moi, c'est simplement les plaisirs simples de monter le campement, de préparer, comme je disais, l'emplacement, éphémère finalement, puisqu'on va être là que quelques heures. N'oublions pas qu'on plante la toile de tente lorsque la nuit est tombée. On doit avoir démonté celle-ci au lever du jour. Donc l'idée, c'est de se faire le plus discret possible, de ne gêner surtout personne. On va pas s'imaginer planter la toile de tente un 15 août à quelques mètres seulement d'un camping ou d'un gîte. Donc c'est vraiment ce plaisir de construire le bivouac ensemble. Et finalement, les activités, elles sont simples. Ça va être un jeu de cartes, un mistigris par exemple pour jouer avec les enfants, un Uno, et puis de la lecture. Avec ma fille, on fait aussi des petits jeux fléchés, ce genre de choses. Alors, je dois t'avouer que tu me poses la question de mon plus beau souvenir de bivouac. Il y a tellement eu de nuits passées sous la toile de tente dans des endroits différents, en forêt, à l'abri entre les dunes, dans les champs prêtés par les agriculteurs. On a même bivouaqué dans des endroits complètement abandonnés. L'idée étant de trouver à chaque fois un coin propice pour s'installer le temps d'une nuit en respectant voilà l'environnement, la réglementation. Je pense quand même au cours de tous les bivouacs que j'ai fait seul, en famille ou avec des amis, le plaisir le plus satisfaisant pour moi, c'est de voir que les enfants sont ravis
à l'idée de partir à l'aventure en se disant bah, finalement ce soir, il va falloir qu'on identifie le petit coin rien qu'à nous et d'être dans cette aventure finalement dès le lever du jour en se disant bah, on prend la route, on prend les vélos et puis pourquoi pas on marche sinon avec notre sac sur le dos et on va ensemble trouver en fin de journée un petit coin où s'installer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est chercher cet endroit parfait avec les enfants et les voir finalement participer à la construction de ce bivouac, participer au montage de tentes, aux petits repas qu'on prépare sur un petit réchaud mobile. On déplie le plaid et c'est parti pour un repas 4 étoiles avec la gamelle et puis les petits mets qu'on prend lorsqu'on passe sur des marchés régionaux, chez des producteurs. Donc finalement, pour citer un exemple, c'est vraiment celui partagé en famille et notamment un des derniers bivouacs qu'on a fait pendant ce Tour de France à vélo. On est en plein dans les Landes et on établit le campement entre les dunes et on est seul au monde. On profite d'un magnifique coucher de soleil depuis la dune la plus proche et j'en ai encore plein de frissons à l'idée de partager ça avec vous. Alors, si vous n'avez encore jamais osé tenter l'aventure du bivouac en famille, je dirais qu'il faut oser, comme pour toute expérience, mais se préparer. Donc, on ne part pas dans l'idée de faire un feu de Bengale n'importe où. On respecte déjà la réglementation, comme je disais, on ne doit pas faire tout et n'importe quoi. Donc, on se renseigne, on demande l'autorisation dans la mesure du possible, ce qui amène à de très belles rencontres. J'ai ce souvenir notamment d'être allé frapper à la porte d'une ferme et que l'agriculteur au final nous a invités à bivouaquer au fin fond de son pré. On a pu participer à la traite des vaches, donc c'était une très très belle expérience. En tout cas, renseignez-vous, préparez quand même le bivouac dans la mesure du possible. Préparez une petite tente, on déplie pas un dôme avec 2 chambres par exemple, on adapte son matériel, on choisit un emplacement où on ne gêne vraiment personne, on prévoit de l'eau pour pouvoir préparer à manger, faire sa petite vaisselle, se laver quelques affaires si vous êtes sur une itinérance assez longue. Et puis, surtout, on se dit qu'on se met dans un endroit où on se sent en sécurité et où on ne gêne personne. Et puis, on prévoit un petit jeu, un petit bouquin. Et puis on construit cette aventure avec les enfants, même s'ils sont très jeunes, parce qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour créer des souvenirs mémorables. Donc osez vous lancer. On a tourné une petite vidéo donc sur notre chaîne YouTube Graines de Baroudeur, où justement on vous donne quelques conseils voilà, pour vous lancer en toute sécurité et pour faire participer vos enfants. Il me reste à vous dire de profiter. Faites-nous partager aussi vos belles expériences. Tout d'abord, il faut vivre la vie naturellement sans se prendre la tête. Donc le bivouac idéal, oui, c'est bien, c'est génial, mais on y a passé quelquefois des heures en se disant on va plus loin, on fait la prochaine étape et encore et encore, et en fait tu roules. Donc et puis tu trouves pas forcément l'endroit idéal, tu te retrouves en pleine nuit, donc tu sais même pas où tu te gares. Et nous, du coup, on part du principe maintenant que en caravane, c'est surtout l'endroit sécurisé où on peut la poser. Et en tente, l'endroit idéal, c'est de se poser à un endroit où toute la journée, on va pouvoir profiter de ce qu'il y a autour. Donc les randonnées ou profiter de la nature, un coin sauvage. Bon, et bien souvent, le bivouac parfait, on le trouve pas comme ça, et c'est en roulant qu'on finit par découvrir un coin qui nous tente, et on se dit ah c'est là, on s'arrête. Il faut arrêter de chercher et de se prendre la tête. Voilà, faut pas chercher plus loin. On dit c'est bon, on pose nos affaires et on s'arrête de rouler. J'espère que cet épisode sur le bivouac en famille vous aura éclairé, vous aura aidé ou même juste inspiré. En tout cas, merci beaucoup à tous les intervenants qui nous ont partagé leurs conseils et leur expérience. J'ai trouvé ça super riche. Vous trouverez dans les notes de l'épisode sur le blog tous les liens vers leur blog, vers leurs vidéos YouTube, leurs réseaux sociaux pour pouvoir les suivre, on va dire presque en temps réel avec Instagram et les stories, parce qu'ils partagent leurs aventures régulièrement. Donc c'est toujours intéressant de suivre des familles quand on veut se lancer dans l'aventure du bivouac. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous savez que vous avez juste à laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute.
Et si vous avez des suggestions de sujets ou de thématiques, n'hésitez pas à m'en faire part en me contactant sur les réseaux, sur le blog ou même dans les commentaires du podcast. Et je me ferai un plaisir d'étudier vos demandes et de trouver des intervenants compétents pour parler du sujet. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao!